Deuxième partie. Henri Bergson, l'évolution créatrice. Les animaux, obligés à la recherche de leur nourriture, ont évolué dans le sens de l'activité locomotrice et d'une conscience de plus en plus ample et distincte. Du plus humble organisme jusqu'aux vertébrés les plus intelligents, le progrès réalisé a été surtout un progrès du système nerveux. Chaque espèce, dans l'acte par lequel elle se constitue, va à ce qui lui est le plus commode. L'intérêt de l'animal était de se rendre plus mobile. Plutôt que Homo sapiens, Homo faber, l'intelligence et la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. L'instinct achevé est une faculté d'utiliser et même de construire des instruments organisés. L'intelligence achevée est la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés. L'instinct trouve à sa portée l'instrument approprié et conserve une structure à peu près invariable, puisque sans modification ne va pas sans une modification de l'espèce. L'instinct est donc spécialisé pour un objet déterminé. Au contraire, l'instrument fabriqué intelligemment est un instrument imparfait. Il ne s'obtient qu'au prix d'un effort et d'un maniement pénible, mais comme il est fait d'une matière inorganisée, il peut prendre une forme quelconque, servir à n'importe quel usage et tirer l'être vivant de toute difficulté nouvelle. Pour chaque besoin satisfait, se crée un besoin nouveau, et ainsi, au lieu de fermer comme l'instinct le cercle d'action de l'animal, s'ouvre un champ indéfini, poussant le fait d'être de plus en plus libre. La force immanente à la vie est une force illimitée qui développe indéfiniment dans les organismes l'intelligence. Instinct et intelligence représentent deux solutions divergentes et également élégantes d'un seul et même problème. Se définit la conscience de l'être vivant entre l'activité virtuelle et l'activité réelle, mesurant l'écart entre la représentation et l'action. L'intelligence s'oriente vers la conscience, l'instinct vers l'inconscience. L'instinct renferme la connaissance innée, l'intelligence, les rapports aux choses. Les philosophes distinguent la matière, ce qui est donné, et la forme, les rapports. L'intelligence est la connaissance d'une forme, l'instinct d'une matière. L'instinct est la connaissance innée d'une chose. L'intelligence fabrique des instruments organisés artificiels. La fonction essentielle de l'intelligence est de démêler le moyen de se tirer d'affaire. Ce qui peut le mieux servir, c'est-à-dire s'insérer dans le cadre proposé. L'intelligence seule est capable de chercher. L'instinct peut trouver mais ne cherche pas. L'action s'accomplit dans un monde ordonné qui est déjà de la pensée. Nous commettons une pétition de principe en expliquant l'intelligence par l'action, car elle la présuppose. Notre intelligence a pour objet le solide, inorganisé. L'intelligence représente le discontinu. L'intelligence est caractérisée par la puissance indéfinie de décomposer et de recomposer en système. Le signe intelligent est un signe mobile. L'intelligence seule arrive à la distinction et à la clarté. Toutes les forces de l'intelligence tendent à transformer la matière en instrument d'action. L'instinct, réflexe composé ou habitude contractée, devenu automatisme. L'homme est capable d'évoquer le souvenir à son gré, maîtrise qui profite à l'humanité. Plus la connaissance s'intellectualise, plus la matière se spatialise. L'intelligence humaine n'est point l'allégorie
de la caverne de Platon, ni regarder les ombres vaines, ni contempler l'astre éblouissant. L'intelligence a autre chose à faire, à agir et se savoir agir, entrer en contact avec la réalité et même la vivre, dans la mesure où elle intéresse l'œuvre qui s'accomplit. La philosophie en tant qu'effort pour se fondre dans le tout. L'intelligence est capable de progrès et verra de plus en plus clair dans un nombre plus en plus grand de choses. Brusquer les choses et par un acte de volonté pousser l'intelligence hors de chez elle, qu'elle saute et qu'elle sorte de son milieu. Toutes les opérations de notre intelligence tendent à la géométrie où elles trouvent leur parfait achèvement. Déduction par laquelle je trace une figure dans l'espace, ce qui engendre des propriétés. Elles sont visibles et tangibles, je sens, je vis dans l'espace ce rapport de la définition à ses conséquences. L'intelligence admire à bon droit l'ordre croissant dans la complexité croissante. Il pourrait ne pas y avoir d'ordre du tout, et l'ordre mathématique est une conquête sur le désordre. Idée du désordre entendue au sens d'une absence d'ordre. De là l'idée d'un ordre général de la nature. Habitude de désigner l'existence de lois dans le domaine de la matière inerte et de genre dans le domaine de la vie. Un ordre est contingent et nous paraît contingent par rapport à l'ordre inverse, comme les vers sont contingents par rapport à la prose et réciproquement. Hasard et désordre sont conçus comme relatifs, monde anarchique où les phénomènes se succéderaient au gré de leurs caprices. L'intelligence trouve que la négation des ordres donne implicitement la présence de l'ordre opposé. L'ordre est vital et fait apparaître du géométrique, le réel passant de la tension à l'extension et de la liberté à la nécessité mécanique. Le philosophe abandonne l'intuition une fois reçu l'élan et se fie à lui-même pour continuer le mouvement. La dialectique n'étant qu'une détente de l'intuition. L'intuition, si elle pouvait se prolonger au-delà de quelques instants, n'assurerait pas seulement l'accord du philosophe avec sa propre pensée, mais encore celui de tous les philosophes entre eux. L'objet de la philosophie serait atteint si cette intuition pouvait se soutenir, se généraliser. Pour cela, un va-et-vient continuel est nécessaire entre la matière et l'esprit. L'idée commune aux matérialistes est qu'il n'y a pas de durée réellement agissante et que l'absolu ne saurait prendre place dans le temps concret, d'où résulterait que tout est donné une fois pour toutes. Une fois déraciné ce préjugé, l'idée de création devient plus claire, car elle se confond avec celle de l'accroissement. Toutes nos analyses nous montrent dans la vie un effort pour remonter la pente que la matière descend, processus inverse de la matérialité. Si la vie était pure conscience ou supraconscience, elle serait pure activité créatrice. Incapable d'arrêter la marche des changements matériels, elle arrive cependant à la retarder. L'évolution de la vie continue une impulsion initiale qui a déterminé le développement de la fonction chlorophyllienne dans la plante et du système sensorimoteur chez l'animal, qui amène la vie à des actes de plus en plus efficaces. L'évolution des espèces vivantes à l'intérieur de ce monde représente ce qui subdivise de la direction primitive, du jet originel et d'une impulsion qui se continue au sens inverse de la matérialité. Dans l'activité vitale, ce qui subsiste du mouvement direct dans le mouvement inverti est une réalité qui se fait à travers celle qui se défait. Continuité de jaillissement, Dieu est vie incessante, action, liberté. La création n'est pas un mystère, nous l'expérimentons en nous dès que nous agissons librement.
L'évolution de la vie tient à l'essence même de la vie. Essentielle est la marche à la réflexion, et si nos analyses sont exactes, c'est la conscience, ou mieux la supraconscience, qui est à l'origine de la vie. Fusée dont les débris éteints retombent en matière, cette conscience est une exigence de création. L'homme est le terme et le but de l'évolution. La vie transcende la finalité, courant lancé à travers la matière. Il n'y a donc pas eu de projet ni de plan. Si l'évolution de la vie s'était heurtée à des accidents différents, nous aurions été différents de ce que nous sommes. Onde immense qui se propage à partir d'un centre. Tout se passe comme si un être avait cherché à se réaliser. La conscience chez l'homme est intelligence. L'intuition marche dans le sens de la vie. L'intelligence est réglée sur le mouvement de la matière. Une évolution aurait pu conduire à une humanité ou plus intelligente, ou plus intuitive. Dans notre humanité, l'intuition est sacrifiée à l'intelligence. L'intuition est là, mais vague et surtout discontinue. C'est une lampe presque éteinte qui se ranime, où un intérêt vital est en jeu. De ces intuitions évanouissantes, la philosophie doit s'emparer pour les soutenir, les dilater et les raccorder entre elles. L'intuition est l'esprit même, la vie même. Ainsi apparaît l'unité de la vie mentale, se plaçant de l'intuition pour aller à l'intelligence, car de l'intelligence on ne passera jamais à l'intuition. La philosophie nous introduit ainsi dans la vie spirituelle en nous montrant la relation de la vie de l'esprit à celle du corps. L'histoire de la vie est là qui nous fait assister à la genèse des espèces par voie de transformation graduelle et qui semble réintégrer l'homme dans l'animalité. Une philosophie d'intuition sera la négation de la science, le plus petit grain de poussière et solidaire de notre système solaire tout entier. L'animal prend son point d'appui sur la plante, l'homme chevauche sur l'animalité, et l'humanité entière est une immense armée qui galope. Fin de la deuxième partie.